Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints au Théâtre de Vidy, d'avoir bravé l'orage et la pluie. Cher Cyril Veillon et chère Élise David de la Fondation Veillon, cher Bénédicte Savoie, chers représentantes et représentants de l'UNIL, chers participants et participantes à cette table ronde, chers amis, le Théâtre de Vidy est très heureux d'accueillir à nouveau la Fondation Veillon et le prix de l'essai. Et nous sommes très heureux de vous accueillir Bénédicte Savoie, lauréate du prix 2025. Donc cela devient pour nous une tradition de vous accueillir en ouverture de saison avec la table ronde que la Fondation Veillon organise avec l'UNIL sur des thématiques qui, en général, résonnent très bien avec la saison de Vidy. Nouveauté cette année, nous avons imaginé un rebond avec une deuxième rencontre, lundi 8 septembre à 19h, un dialogue avec de nouveau Bénédicte Savoie et le chorégraphe congolais Faustin Lignekula, qui viendra à Vidy créer un nouveau spectacle intitulé Profanation et qui se jouera du 25 septembre au 1er octobre. Cette rencontre entre Faustin Lignekula et Bénédicte Savoie est la poursuite d'un dialogue initié lors d'un très beau festival de la pensée qui s'appelle La Manufacture des idées, qui a lieu tous les étés en Bourgogne, dirigé par Emmanuel Favre, et c'est Emmanuel Favre qui viendra animer la rencontre de lundi. Faustin Lignekula est venu plusieurs fois avec des spectacles à Vidy. Le dernier, c'était My Body, My Archive, qui peut peut-être résonner avec la discussion d'aujourd'hui. Mais il avait aussi accompagné une édition de notre séminaire Imaginaire des futurs possibles, un séminaire qui fait réfléchir ensemble des chercheurs et des chercheuses de l'UNIL avec des artistes de Vidy. Et dans le cadre de ce séminaire, nous avions invité plusieurs fois Felwine Sarr, grand intellectuel sénégalais, qui est co-auteur avec Bénédicte Savoie du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain délivré à la présidence française. Comment nous relier à des œuvres vivantes et à des imaginaires issus de différentes cultures, et en particulier africaines, est une question qui va traverser notre saison avec de nombreux spectacles créés par des artistes africains et africaines ou afrodescendantes. C'est pour cela aussi que nous avons invité le photographe Niabaléon Ouedraogo du Burkina Faso à réaliser l'exposition que vous avez peut-être vue avant de venir dans le foyer de Vidy, dans la cantina, un travail qu'il a fait sur les crocodiles sacrés de Bazoulé, près de Ouagadougou. Et d'ailleurs, ces photos vont aussi être beaucoup vues en ville, car elles vont nous accompagner pour illustrer toute la saison, jusqu'au mois de juin. Donc merci à la Fondation Veillon et merci à Bénédicte Savoie pour ces deux rencontres à Vidy, et je vous souhaite une très belle discussion. Cyril. Merci beaucoup Vincent pour cet accueil au nom de la Fondation Charles Veillon, donc, qui remet le prix européen de l'essai. J'aimerais remercier le Théâtre de Vidy et l'Université de Lausanne qui nous offrent l'occasion très importante de pouvoir élargir le débat sur les thématiques qui sont portées par notre lauréate. En l'occurrence, les questions de restitution de certaines œuvres d'art aux origines un peu douteuses dans nos collections patrimoniales. Et l'ambition de notre prix est de distinguer des essayistes qui, grâce en fait à la liberté de ton, de style que permet le genre littéraire de l'essai, peuvent porter des thématiques souvent complexes ou très spécialisées hors du champ académique. C'est notre définition de l'essai. Et notre jury a décidé de soutenir par ce prix le travail de fond que mènent Bénédicte Savoie et ses équipes, non seulement à l'université, mais aussi sur le terrain, dans le monde politique, dans le monde juridique, et très important aussi dans l'espace culturel et médiatique. Bénédicte Savoie fait bouger les lignes, mais elle nous donne aussi les clés pour nous permettre à nous de nous emparer de ces questions fondamentales qui dépassent, elle nous le fait bien comprendre, le cercle des spécialistes. Je crois que c'est sa grande force. Et c'est aussi ce que nous avons voulu reconnaître avec ce prix. Je me réjouis beaucoup de vous entendre et de participer tous ensemble à ce débat. Merci beaucoup et j'invite maintenant professeur Estelle Doudet, au nom de l'Université de Lausanne, à venir pour une introduction. Vous avez le micro. Merci Estelle. Merci beaucoup.
à qui appartient la beauté? Alors quand on y pense comme ça, spontanément, on se dit à personne, ou peut-être à tout le monde, dans la mesure où les œuvres d'art qui incarnent par excellence cette beauté sont apparemment un bien commun universel. Mais si vous avez la curiosité, et j'espère que vous l'aurez, de lire le très bel essai de Bénédicte Savoy, vous verrez que cette question est naïve, alors la réponse est naïve à la question complexe que son titre propose. À qui appartient la beauté? Alors la beauté, les objets, les œuvres d'art, très souvent sont l'objet de pratiques d'appropriation. Bien sûr, il y a des pratiques commerciales, la commande, l'achat, mais il y a aussi des gestes de prédation qui font de la beauté un butin. Alors cet essai et la table que l'on va entendre, la table de spécialistes, eh bien, ils vont nous entraîner les uns et les autres à suivre des voyages d'ailleurs qui sont parfois des pillages, d'œuvres célèbres ou d'objets moins connus, à comprendre leur circulation en Suisse, en Europe et dans bien d'autres continents, dont l'Afrique, une circulation souvent faite sous pression des conquêtes. En Suisse, pour parler de cet art du butin, on dit Kunstbeute. Alors, de l'autre côté de la Suisse, en tout cas. Et puis, quand on y pense, en tout cas quand j'y pense, un exemple vient immédiatement à l'esprit et c'est pas un objet africain. C'est peut-être cet objet-là. C'est ce qu'on appelle le butin de Bourgogne. Un vaste ensemble d'œuvres d'art, des bijoux, des tapisseries, des objets précieux qui viennent de l'actuelle Belgique au XVe siècle, contemporain du retable de l'agneau mystique peint par les frères Van Eyck, dont le livre de Bénédicte Savoy nous donne un portrait magnifique. Ces œuvres butins sont des œuvres profondément ancrées dans notre identité culturelle en Suisse, au point que ce que vous voyez là, c'est le trésor du musée historique de Berne. Mais l'histoire de ces œuvres, l'histoire de ce trésor, il commence il y a 549 ans, presque jour pour jour, et précisément à l'endroit où nous sommes ce soir. Ce soir, il faut retourner, voilà, plus de 500 ans en arrière, on est là, dans ce qui est aujourd'hui le théâtre de Vidy, et à l'époque, le camp d'une armée. L'armée du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, le plus riche des princes d'Europe et aussi le plus puissant militairement. Il est venu à la rescousse de seigneurs savoyards qui sont en conflit avec la Confédération suisse. Et ça déclenche une guerre, ce qu'on appelle les guerres de Bourgogne. Et à la surprise générale, la petite Confédération défait la grande principauté de Bourgogne. Et la petite Confédération conquiert des territoires et elle conquiert des objets. C'est ce fameux butin. Alors c'est une vieille histoire, vous me direz, et bien loin de ce que nous propose Bénédicte Savoy, bien loin aussi de ce que nos spécialistes vont parler peut-être tout à l'heure, mais le travail de Bénédicte Savoy et de ses spécialistes éclaire d'une manière assez incroyable des aspects de cette histoire. Premier aspect, à qui appartient la beauté. Et on peut penser aujourd'hui au débat, ou aujourd'hui, ou en tout cas hier, je l'espère, au débat qui pose cette question pour faire la différence entre ceux qui prennent et ceux qui comprennent. Et parfois, ce sont les mêmes, disent certains, mais pas toujours. Alors ce débat, on le trouve dès la fin des guerres de Bourgogne au XVe siècle. Les Suisses avaient-ils le droit de s'emparer de ces magnifiques œuvres bourguignonnes dont ils ne pouvaient pas comprendre la valeur? En effet, dans ces récits, plutôt pro-bourguignons, les confédérés sont montrés comme des êtres primitifs, vivant dans des montagnes sauvages et se nourrissant plus ou moins seulement de lait de vache, qui évidemment ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas saisir ce dont ils se sont saisis, c'est-à-dire sur quoi ils ont fait main basse. À quoi des contre-récits, évidemment, d'origine confédérée, répondaient que les élites victorieuses, les Euricois, les Lucernois, les Bernois, etc., dès après les batailles, opéraient en réalité une impeccable gestion de ce bien culturel dont ils s'étaient légitimement emparés, en répartissant les objets d'art bourguignons de Zurich à Lucerne, en passant par Fribourg et Berne, et c'est là, cher public, dont vous pouvez encore en voir les vestiges. Un autre élément que l'essai montre, et puis dont la table ronde parlera ce soir, c'est le rôle central des musées. À partir du XVIIIe siècle, ces musées, surtout en Europe, ont accueilli
et légitimer la possession d'une beauté venue d'ailleurs, bien souvent, et repatrimonialisée ici. Et il me semble que ça... Alors ça va vraiment, pour moi, quand j'ai lu l'essai, ça a illuminé une autre anecdote liée toujours à cet objet qui maintenant a disparu, mais dont vous vous rappelez. Au XVIIIe siècle, ici chez nous, ou plutôt à Neuchâtel, l'histoire médiévale des guerres de Bourgogne est alors réécrite par des patriotes qui veulent, les Neuchâtelois ne sont pas dans la Confédération, ils veulent y rentrer. Ils vont écrire des fausses chroniques du Moyen-Âge, avec le style médiéval, pour raconter comment, à l'issue des batailles, il y a eu une exposition publique des objets pillés sur le champ de bataille à Neuchâtel. Au XVe siècle, c'est faux, hein, bien sûr. Et que cette exposition a tellement enthousiasmé la population neuchâteloise que 300 ans plus tard, les Neuchâtelois veulent venir en Suisse, ils veulent devenir confédérés. Ce mythe, c'est, me semble-t-il, le mythe du musée qui agit déjà derrière cette fiction. Alors ces musées, nous avons l'habitude de les visiter. Vous y trouvez des vestiges, des butins de guerre qui ne disent pas toujours leur nom. En 2026, sera fêtée la commémoration nationale du 550e anniversaire des guerres de Bourgogne et de leur butin. Comment faire exposition, faire mémoire de cette ancienne prédation que nous avons fait à nous-mêmes, en quelque sorte. Comment faire communauté à partir de biens pris à d'autres? C'est une question évidemment brûlante pour les biens juifs volés pendant la dernière guerre mondiale et la question de la restitution. C'est une question brûlante aujourd'hui face aux biens colonisés, aux biens spoliés par la colonisation. C'est bien loin du butin de Bourgogne. Mais cette tapisserie que je vous ai montrée tout à l'heure, et la voilà, vous voyez, elle est revenue, elle n'a pas forcément été prise à Charles le Téméraire, mais très probablement à la cathédrale de Lausanne, à laquelle le prince, avant les batailles, l'avait offerte et où l'ont prise, mais plus tard, les conquérants bernois du pays de Vaud. Autrement dit, un objet colonisé et porteur d'une mémoire ambiguë, celle d'un patrimoine fédéralisé, helvétisé, mais dont certains Suisses romans se rappellent aussi comme d'une beauté en exil à Berne. Le passé, a dit l'archéologue Laurent Olivier, c'est ce qui vient, car il n'est jamais fini puisque nous changeons sans cesse la signification du passé. Ce livre, et cette table ronde qui va en parler, va sans doute nous montrer que le passé est aussi ce qui revient, sur la forme de l'œuvre, de l'objet, parfois rendu, mais parfois pas. Et c'est justement parce que cette œuvre est parfois restituée ou parfois pas, que, et je reprends ici une très belle expression de Bénédicte Savoie, cette œuvre ou cet objet nous fait regarder l'histoire en face. Comment accueillir cette injonction à regarder comme l'œuvre vient et d'où elle vient. C'est une invitation, me semble-t-il, nécessaire que ce livre et cette table ce soir nous lancent. À qui appartient la beauté? Et je crois qu'après la lecture de cet ouvrage et peut-être en introduction de cette table, on a peut-être déjà une toute petite idée d'une réponse à celles et à ceux qui nous la font si bien découvrir et penser. Et je suis très heureuse, au nom de l'Université de Lausanne, de pouvoir être là ce soir avec vous pour les écouter. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Bancel, un de nos professeurs, qui va animer la table ronde. Merci Estelle. Merci Estelle. Donc j'invite les participants et les participantes à la table ronde à bien vouloir me rejoindre. Nous allons débuter. Alors, je vous propose dans un premier temps que nous vous écoutions juste pour vous présenter en quelques phrases. Vous le ferez sans doute beaucoup mieux que moi. Et donc, je commence par toi. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sigam. Je suis anthropologue et muséologue et en fait à la croisée de plusieurs disciplines en sciences sociales et en histoire de l'art. Et puis, ma recherche porte sur les matrimoines en musée, avec un focus sur les collections camerounaises dans les musées suisses.
Et Bansoa va finir mardi une thèse extraordinaire sur cette question-là. Donc elle est aussi une scientifique finie, après 4 années d'une enquête remarquable. Mon nom est Bénédicte Savoie. Je suis enseignante et chercheuse à l'Université de Berlin depuis plusieurs décennies, après avoir grandi en France. Donc je suis une hybride. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Karine Ayélé-Durand. Je suis également anthropologue de formation, comme Bansoa. Et je suis la directrice du MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Bonsoir à toutes et à tous. Marc-André Reynolds, et je suis juriste, professeur honoraire de l'Université de Genève, où j'ai animé, dirigé un centre spécialisé dans le droit de l'art. Et je suis également co-titulaire d'une chaire UNESCO en droit international de la protection des biens culturels. Et à part ça, je pratique comme avocat spécialisé dans les questions, notamment de restitution de biens culturels. Nicolas Bancel, donc je suis professeur ordinaire à l'UNIL, à l'Université de Lausanne, et je suis spécialiste d'histoire coloniale et postcoloniale. Alors, je vais peut-être indiquer comment va se dérouler cette petite séquence, cette table ronde. Je vais d'abord vous poser à tous des questions pour poser un peu le cadre de cette discussion et donner un panorama un peu éclairant, je l'espère, pour le public. Les questions qui sont soulevées par le livre de Bénédicte sont complexes. Et puis ensuite, nous aurons un débat. Alors, je vous invite aussi, bien sûr, aussi à vous répondre entre vous, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Et puis ensuite, il y aura une dernière séquence où vous, le public, vous pourrez également intervenir, poser des questions. Voilà, donc 3 séquences. On va commencer tout de suite avec Karine. Karine, donc toi, tu es directrice du MEG aujourd'hui. Donc c'est une question, j'imagine, qui travaille le MEG depuis longtemps. Je connaissais un peu l'ancien directeur. C'était déjà une question qui était au cœur d'une certaine réflexion. Tu as repris le flambeau. J'imagine que cette question est aussi au cœur de ta réflexion aujourd'hui. Et donc ma question, c'est un peu d'abord l'histoire de cette réflexion, la position actuelle du MEG et l'histoire du rapport de l'institution aux objets, en relation d'ailleurs avec, je dirais, les questions qui se posent du point de vue international, j'imagine, à travers l'Association internationale des musées et les collègues aussi d'autres continents, notamment africains, qui sont très actifs sur cette question. Alors, je vais tenter de répondre à cette question, qui en effet est assez large et vaste. Donc, c'est vrai que le livre de Bénédicte Savoie nous parle de beaucoup de choses, et pas simplement que de la restitution, mais parle essentiellement aussi de l'attachement, de la relation avec les objets de part et d'autre. Et pour répondre à la question, je dirais qu'avant de vous parler de la restitution, puis comment le MEG ou la ville de Genève se positionne par rapport à ça, j'aimerais vous parler de notre relation à ces collections, que pendant longtemps les gens de musée ont appelé nos collections. Et la relation aux collections passe déjà avant tout, je dirais, par l'accessibilité. Ça commence par ça. Ça commence par, pour une institution comme la nôtre, à être transparent, à être le plus clair possible sur ces objets et à pouvoir ouvrir les portes, tout simplement. On parle beaucoup d'objets dans les musées. Vous allez dans les musées en effet, puis vous voyez les objets qui sont exposés. Mais vous le savez sans doute, la grande majorité des objets de musée ne sont pas dans les expositions que vous allez voir et sont dans ce qu'on appelle des réserves. Et quand j'ai commencé mon expérience en musée, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, quand des personnes d'origine, donc des descendants, des personnes qui avaient fabriqué les objets, demandaient à pouvoir les voir, à pouvoir avoir accès à ces collections, j'étais à l'époque en France, la réponse que ces personnes recevaient la plupart du temps, quand on leur répondait, c'était que ces objets étaient réservés aux chercheurs et aux chercheuses, et non pas à des artistes, artisans, curieux, personnes qui avaient envie de se reconnecter avec ce patrimoine. Et donc l'accessibilité, en tout cas pour moi, dans mon parcours, a toujours été la clé. Comment ouvrir, comment être transparent, comment répondre favorablement à une demande. Et ça commence comme ça.
et ça fait à peu près 10 ans cette année que je travaille au MEG. Et quand je suis arrivée au MEG, eh ben, la question ne se posait pas parce que c'était très clair, déjà, depuis longtemps, pour l'équipe du MEG, que l'accessibilité était la clé. Et je pense que le MEG, pas que, mais je pense qu'en tout cas, les musées suisses, certains musées suisses, dont le MEG, et également les musées norvégiens, même si peu de gens le savent, déjà au début des années 2000, avaient déjà leur collection en ligne. Ce qui est assez exceptionnel, puisqu'à l'époque, comme je vous le disais, je travaillais en France et on n'avait pas du tout les collections encore accessibles en ligne. Donc déjà, avoir les collections en ligne, c'est déjà une partie, une forme d'accessibilité. Ensuite, une autre manière, et je vais arriver à la question de la restitution, hein, je vous rassure. Après l'accessibilité, il y a, et ça Bénédicte en parle énormément, et puis je pense qu'on en parlera tous et toutes dans la table ronde, cette notion de recherche, de travail, de savoir d'où viennent les objets. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche de provenance. La manière dont on essaie de le faire au MEG, c'est de le faire de manière la plus collaborative possible. Donc c'est une recherche de provenance, on veut vraiment comprendre comment les objets sont arrivés jusqu'à Genève, quels étaient les contextes, les conditions qui étaient à l'époque où ils ont été soit achetés, soit volés, soit donnés, et ainsi de suite. Et cette recherche, pendant longtemps, elle a été faite par des spécialistes de musées, entre eux et entre elles. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de développer ça pour qu'elle soit faite en collaboration avec les personnes directement concernées. Et on revient à la première chose, être en relation directe avec les descendants et descendantes des personnes qui ont fabriqué tous ces objets. Donc pour moi, ça c'est la deuxième étape. Et quand on commence à travailler autour des collections, avec les personnes, c'est peut-être à ce moment-là qu'apparaît la question de la restitution. La restitution n'est pas, en général, la première discussion qu'on a. La première discussion, c'est « je veux pouvoir avoir une relation avec cet objet. Je veux pouvoir avoir une relation avec ce que vous appelez, c'est comme ça que les gens me disent, ce que vous appelez un objet, mais ce qui pour moi est une personne de ma famille. » Ça commence comme ça d'abord. Ensuite, on fait des recherches ensemble. Ces personnes-là nous donnent tout un courant d'informations qu'on n'avait absolument pas. Et après, en effet, peut-être, on peut parler de restitution. Et quand on parle de restitution, on s'intéresse en effet au contexte. On s'intéresse et on se rend compte du lien extrêmement fort qui ne s'est jamais détendu entre les personnes et les objets. Et après, on rentre en matière assez bien en ville de Genève. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail, on en reparlera peut-être plus tard, de comment la ville de Genève organise ces processus de restitution. On a eu quelques cas, notamment en 2023, auprès d'une confédération, une autre confédération, Haudenosaunee, en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis. C'est une confédération de 6 nations amérindiennes. Donc on a en effet une restitution en 2023 formelle et une autre suivie quelques mois après auprès de la République de la Bolivie. Mais je pourrais revenir dessus plus tard. Je me permets de te relancer juste sur un point, c'est la question de discussion à l'international. Voilà, parce que c'est une question aussi qui ne concerne évidemment pas que la Suisse, et Bénédicte est bien placé pour le savoir, qui a fait son rapport avec Felwine Sarr. Quelle a été l'évolution en fait de l'état de la question, notamment, je pensais à l'Association internationale des musées. Oui, alors en effet, il y a peut-être 2 petits éléments que je peux vous dire. Bien avant les années 2010, entre 2001 et 2003, la plupart des musées, en tout cas européens, se sont à peu près tous retrouvés à plus ou moins quelques semaines d'intervalle avec tous une lettre sur leur bureau qui venait du musée de Te Papa Tongarewa en Nouvelle-Zélande, le musée national de Nouvelle-Zélande. Et c'était en fait le peuple maori qui demandait à toutes les directions de musées européens de pouvoir faire un inventaire complet des toimoko, des têtes tatouées maoris. Donc cette notion d'internationalité et de travail entre directions de musées, en tout cas au début des années 2000, certainement aussi avant, ça Bénédicte pourra nous en parler, a vraiment émergé à ce moment-là. C'était au début de mon travail dans les musées. Après, au niveau suisse, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et ça s'est développé beaucoup plus récemment, je pense que c'était pour la première fois, on a eu la chance en Suisse d'avoir un fonds spécial pour faire de la recherche de provenance collaborative autour des questions du pillage de la ville de Benin City au Nigeria. On a été financé, je dis on, parce qu'en fait ce sont 8 musées suisses qui se sont associés sous le leadership du musée Rydberg de Zurich pour collaborer ensemble, et ça c'est une première en Suisse, c'est 8 musées suisses
de toutes les régions de Suisse, tous les cantons, qui se sont réunis pour travailler ensemble sur donc les collections des objets pillés à Benin City, avec une histoire commune, bien sûr, avec parfois aussi des entrées dans le pays de manière similaire. Et il y a vraiment une notion d'être en union pour travailler ensemble en tant que musée. Donc c'est vraiment un projet à double niveau de collaboration avec des partenaires du Nigeria et également entre nous en Suisse. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui se met en place depuis quelques années maintenant. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Marc-André. Alors, Marc-André, tu es spécialiste de cette question sur le plan juridique. Alors, peut-être tu peux nous éclairer un peu sur l'antériorité de cette question, son évolution un peu jusqu'à aujourd'hui, puis les enjeux juridiques notamment qui peuvent se poser par rapport à cette question de la restitution. Volontiers. Alors, je vais essayer de ne pas faire un cours de droit d'une heure, mais c'est effectivement une question assez complexe. La beauté, bon, les juristes, on l'apprécie, mais on n'ose pas trop se prononcer dessus. Par contre, l'appartenance, donc il y a tout de suite une question de propriété, hein, appartient, propriété, et donc là, ça soulève des questions, et des questions qui vont évidemment intéresser les juristes. L'appartenance et les règles juridiques, on peut peut-être les subdiviser en deux catégories. Il y a les règles spéciales et les règles générales. Alors, je commencerai par les spéciales. Ce n'est pas très juridique, mais justement, d'habitude, on commence par général ou par spécial. Mais je commencerai par le spécial, c'est-à-dire ce mouvement qui a commencé dans les années 60, 1960, et allant vers l'idée qu'au fond, il fallait peut-être réfléchir à la lutte contre le trafic illicite, fléau qu'on connaît encore aujourd'hui, et puis à ces questions de restitution. Et dès 1970, l'UNESCO s'empare du sujet. En fait, pas tout à fait, elle s'en est emparée avant, en 50, mais ça concernait les conflits armés. On a une convention de 54, une convention internationale qui concerne la protection des biens culturels dans les conflits armés. Importante, mais je dirais malheureusement continuellement violée, mais encore aujourd'hui, mais assez largement ratifiée. En 1970, donc, l'UNESCO propose une convention à la demande des États, surtout d'Amérique du Sud, mais aussi africains, donc une convention pour lutter contre le pillage, et avec en filigrane aussi cette idée, mais au fond, ce qui a été pris autrefois doit être restitué. Et puis, depuis lors, le droit international s'est spécialisé. Il y a justement toute une série d'autres conventions qui ont été adoptées. Je ne vais pas vous faire tout le catalogue, mais notamment une convention de 1995 d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, qui, et là c'est un scandale, n'est pas ratifié ni par la Suisse, ni par la France, ni par l'Allemagne, mais bien par un certain nombre de pays qu'on dit sources. Le droit s'est quand même spécialisé. Donc voilà, on a toute une série de normes spécifiques à ce sujet. Et puis on a, alors j'en viens au droit général, le droit de la propriété, et puis les atteintes qu'on peut faire au droit de la propriété, le vol, le recel, le blanchiment, tout ça, ça existe bien sûr dans le droit général. Mais effectivement, on a le droit de la propriété. Et le droit de la propriété, il est basé sur, dans nos pays civilistes, France, Suisse, Italie, il est basé sur le principe de l'acquisition de bonne foi. Et donc, on peut devenir propriétaire d'un objet, même volé, si on est de bonne foi. Et dans nos systèmes, la bonne foi, en plus, elle est présumée. Hein. C'est très rousseauiste, hein, la société, l'être humain est bon. Et donc, il est de bonne foi, il naît de bonne foi. C'est la société qui le corrompt, mais en soi, il est bon. Et ça apparaît dans notre Code civil. Hein, l'article 3 nous dit la bonne foi est présumée. Et donc, les règles générales vont, en fait, quelque part, aller à l'encontre de cette idée de peut-être
qu'au fond, il faut restituer. Ben non, en fait, non, parce qu'on est acquéreur de bonne foi et on a le droit de garder ce qu'on a acquis alors qu'on ne savait pas qu'il était de provenance douteuse. Donc voilà un tout petit peu la situation juridique, règle spéciale, règle générale. Mais évidemment, le droit évolue. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple que la vice-rectrice nous a donné en introduction. Et pour le juriste, c'est très intéressant parce que ça remonte, cette sorte de double spoliation, si j'ai bien compris, hein, eh bien, elle se fait à une époque où le droit l'accepte, le droit la consacre. Le butin de guerre était tout à fait légitime. Alors, je ne sais plus exactement jusqu'à quand, mais au courant du 19e, on commence à changer. Hein. Déjà, après les guerres napoléoniennes, il y a quand même une idée que voilà, il ne faudrait peut-être pas quand même trop exagérer cette question de butin de guerre. Mais donc, le droit a évolué. Mais autrefois, c'était tout à fait admis. Aujourd'hui, évidemment, ça ne l'est pas. Bon, c'est quand même pratiqué, malheureusement, mais enfin, ça n'est pas admis, ça n'est pas admissible, c'est condamné par toutes les instances, c'est condamné par la Cour pénale internationale, c'est condamné par tout ce qui est le droit international d'aujourd'hui. Donc, le droit évolue. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Le droit, c'est une chose, puis après, il y a l'éthique. L'éthique, alors le droit reflète, bien sûr, la morale de la société, mais souvent, il est un peu lent à s'adapter. Et l'éthique va parfois nous amener à devoir aller chercher des solutions qui ne sont pas tout à fait, disons, en coïncidence avec le droit positif, le droit tel qu'il existe. D'accord ? Alors on verra ça, on aura l'occasion d'en reparler avec les restitutions, avec tout ce qui est les spoliations de la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout un mouvement qui a beaucoup changé la réflexion juridique. Mais je crois que pour l'instant, je vais en rester là. Merci beaucoup. Alors, Bénédicte, je vais m'adresser à toi parce qu'on vient de parler des pillages pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est qu'on voit que le pillage, en fait, et on l'a vu avec l'introduction d'Estelle, c'est en fait une histoire très ancienne. Et il y a des périodes, il y a des civilisations qui sont plus ou moins pillées. Et on voit que, notamment au XIXe siècle, la civilisation grecque et romaine a été l'objet d'une grande attention et d'un certain nombre de pillages, d'ailleurs, plus ou moins légaux, plus légaux dans la deuxième partie du XIXe siècle, notamment par des missions archéologiques européennes. Et donc on a là quelque chose qui vient se superposer, ou en tout cas qui vient peut-être complexifier un peu cette question, puisqu'il n'est pas seulement question de l'Afrique ou des pays sous domination coloniale, mais on voit que c'est un peu le droit du plus fort, en quelque sorte, d'États forts sur des États faibles ou sur des territoires. Et voilà, j'aimerais peut-être que tu nous éclaires un peu sur cette complexité, en fait. Merci beaucoup. Je suis déjà submergée par le grand nombre de nouvelles impulsions, de nouvelles idées, de nouveaux cas, de moments d'intelligence, etc., qui viennent d'être formulés. Donc je suis déjà comme un bateau sur le lac Léman par un jour de pluie, là. Mais pardon. La question de En fait, la question que tu poses, que vous posez, c'est la question de savoir si l'appropriation brutale du patrimoine d'autrui est une constante anthropologique. Ça a souvent été présenté comme ça. On a toujours fait ça. Depuis l'Antiquité, on a des traces. Et en effet, on a beaucoup de traces. Si on se met à chercher des textes très anciens, les plus anciens possibles, sur ce genre de gestes d'appropriation, on en trouve sur les cylindres mésopotamiens où une statue raconte déjà en son nom propre, moi, la statue de la fertilité, moi, Nanaya, j'ai attendu 1635 ans, Emmanuel Laurentin le rappelait hier, pour qu'enfin quelqu'un me ramène à la maison. Donc voilà, on a ça déjà dans l'écriture cunéiforme, et même quand on cherche des documents iconographiques, des images, on trouve très tôt des représentations. Par exemple, si vous allez au British Museum voir les salles qui correspondent à Khorsabad, etc., on voit des pillages de guerre et puis des guerriers qui rapportent des trônes sur leur tête. Donc ils prennent des esclaves et ils prennent des choses. En général, c'est plutôt des dieux
sous forme de statues. Alors nous, on les appellerait des objets. Évidemment, ce n'est pas des objets, c'est des sujets, c'est des agents, c'est des choses qui sont importantes et quand on les a, on les neutralise d'une certaine manière. Donc tout ça, oui, depuis très longtemps, et l'un des très beaux textes sur la question, c'est un texte de Polybe, c'est avant Cicéron, on est loin, qui lui-même était un otage grec, qui a été rapporté à Rome, et il était très intelligent, et il s'est mis à écrire un texte pour les vainqueurs en leur disant « il ne faut pas faire ça avec les gens. Il ne faut pas les prendre comme otages, ça va vous coûter cher après en termes de mémoire, de désir de vengeance et tout. » Il écrit, 1, il ne faut pas prendre les gens, et 2, il ne faut pas prendre leurs choses. Et pire, double peine, prendre leurs choses et les exposer. Si vous les rappelez, si vous leur mettez sous le nez à ces gens que vous avez pris, qu'en plus vous avez pris leur patrimoine matériel, ou cultuel, ou leur dieu, etc., vous les humiliez 2 fois. Et donc là, on est vraiment dans l'Antiquité très ancienne, avec un texte qui nous parle encore aujourd'hui. L'idée de la diaspora des gens, ou la prise de gens et la prise d'objets, ou de choses agissantes. Donc tout ça est très très long, et tout ça a déjà beaucoup été pensé. Et ça vaut vraiment le coup, pour ne pas repartir à chaque fois de zéro, de voir comment d'autres l'ont formulé, l'ont dessiné, l'ont représenté. Après, votre question, ou ta question exacte, c'est dans quelle mesure les missions archéologiques se superposent ou complètent les missions ethnologiques? Est-ce que c'est au même moment? Comment ça marche ensemble? Et là, je pense que c'est une question qu'on peut prendre de plein de bouts différents. L'un des bouts, c'est le musée. Comme souvent, on n'aime pas mélanger les sujets. On est habitué à parler de l'ethnologie, de l'histoire de l'archéologie, de l'histoire des spoliations nazies, etc. Et on n'aime pas mélanger pour de bonnes raisons. C'est que faire de l'histoire, on ne va pas mélanger les cas médiévaux avec les autres, et puis on fait toujours très attention de dire attention, c'est des contextes différents et tout, parce que les historiens, les historiennes, et c'est notre métier, c'est notre artisanat, c'est d'être précis avec les sources. Donc on ne peut pas tout mélanger. Et on va être très prudent de parler des spoliations nazies avec les choses coloniales, par exemple, alors que c'est juste une génération après. On ne voudra pas le faire, et on aura raison de ne pas le faire, de ne pas faire un grand goulash avec ces différentes formes d'injustice. Mais hélas, pour les musées, ce sont eux les récipiendaires de toutes ces différentes formes. C'est-à-dire que dans un musée, par exemple les musées de Berlin, qui s'appellent encore aujourd'hui Preußischer Kulturbesitz, les possessions culturelles de Prusse, la Prusse n'existe plus depuis 1945, mais les musées s'appellent encore comme ça, et ça en dit long sur tout ce qui est associé à cette idée de possession, de propriété, d'appartenance. Les musées, comme les musées de Berlin, ont tout. Ils ont des biens spoliés aux familles juives pendant la Deuxième Guerre mondiale dans toute l'Europe. Ils ont des biens arrivés par les biais de l'archéologie, des biens pris dans les colonies, etc. Et quand on se met à se poser la question des acteurs, qui a pris? C'est-à-dire en pensant votre question, ta question, à partir des musées. On s'aperçoit avec étonnement qu'on a beau séparer, et les musées, c'est aussi des temples de la séparation, on classifie, donc on a les collections archéologiques, et ce sont d'autres spécialistes qui vont travailler dessus, etc. Et on s'aperçoit avec étonnement que, par exemple, en Allemagne, dans les années 1880, quand l'hôtel de Pergame est en train d'être enlevé de l'endroit où il est, Bergama, près de Smyrne, Izmir aujourd'hui, dans l'actuelle Turquie, qui traîne par là, en plus des ingénieurs de ponts et chaussées qui ont trouvé cet objet? Il n'était pas très dur à trouver parce que c'était au ras du sol. Tout le monde le voyait, c'est sur cette acropole. Bon, ils décident de l'emporter. Les découvreurs de l'hôtel de Pergame. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit tourner autour d'eux le futur directeur du musée d'ethnologie, Félix von Luschan, qui est un ethnologue et qui est très connu dans nos contextes. Et je regarde ici vers Bansoa et puis vers Joël Zuna, qui a fait partie de notre équipe, qui a travaillé sur ces questions d'appropriation par les musées de Berlin, notamment au Cameroun. Ce Félix von Luschan, il est célèbre pour avoir adoré les restes humains. C'est vraiment son point fort, les crânes, les ancêtres. Et il les fait chercher activement, il les fait ramener. Et cet homme-là, on le trouve aussi en train de tourner autour du projet de Pergame et de faire des photos de face des gens qu'on retrouve après dans les collections berlinoises avec comme titre « Femme turque », même pas femme,
Der Türke, die Türkin, das türkische Kind, ces classifications. Donc il fait de l'anthropologie avec les mêmes infrastructures, etc., que les archéologues. Et je finis la réponse. En fait, c'est très important de casser un peu ces frontières-là que nous proposent les musées, qui sont aussi des frontières mentales, pour s'apercevoir, pour penser les choses en termes de chronologie. Et si on les pense comme ça, on s'aperçoit vite que si on fait exception des collections d'art contemporain dans les musées d'Europe, l'art ancien, que ce soit les tableaux de Rembrandt, le buste de Nefertiti, tout ce qui est vraiment ancien, arrive chez nous partout entre 1880 et 1939. 50 ans juste. 5 décennies pour faire arriver toute l'histoire de l'humanité de la Mésopotamie, en quelque sorte, à... voilà. Et ces 5 décennies-là, 1880, disons 1870, quelques trucs arrivent un petit peu avant, voilà. Mais en gros, ces 5 décennies-là, c'est le demi-siècle du Höhepunkt en allemand, de l'acmé du colonialisme européen. Donc c'est pas un hasard, finalement, que tout se passe à ce moment-là, et l'accumulation dont nous souffrons peut-être tous, peut-être pas tous aujourd'hui, a déjà été formulée au pic de ce moment-là par des gens comme le grand membre de l'Académie française, Paul Valéry, qui en 1923 dit déjà « Notre héritage nous suffoque. On suffoque, c'est trop, stop !» Et puis ils ont continué. Et ça, ça fait qu'il faut en effet non seulement penser, par exemple, les collectes avec tous les guillemets, Bensoa parlera peut-être de sa salutaire invention de nouveaux mots pour éviter de répéter toujours ces mots, ces euphémismes, hein. La collecte, c'est comme si on allait cueillir des fleurs. Mais non, c'est des déplacements, il faut des grues. Voilà. Et toute cette collecte se passe non seulement pour l'ethnologie, mais encore pour l'archéologie, mais encore pour les Rembrandt, les Botticelli et tout ce que vous trouvez dans vos collections de maîtres anciens au Louvre, à Berlin, à Londres, etc. Tout dans cet tout petit espace de temps qui mérite d'être étudié minute par minute pratiquement. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que ça me fait vraiment penser, moi aussi, aux échanges de l'anthropologie raciale européenne et américaine d'ailleurs, en la deuxième partie du XIXe siècle, et l'intense activité de collecte de restes humains, parfois entre guillemets. Et on a aujourd'hui aussi cet autre problème qui ne concerne pas forcément directement les musées, si ce n'est les musées d'histoire naturelle, mais on a aussi des milliers de restes humains dans les réserves de nos hôpitaux universitaires, par exemple. Et ça, partout en Europe, et les États-Unis ont le même problème, le Japon a le même problème, il est arrivé un petit peu plus tard sur la scène de l'anthropologie raciale, dans les années 1875. Mais c'est un problème qui vient se superposer. On voit bien qu'il y a une structure. Il y a une structure de domination épistémologique, on peut le dire, qui concerne à la fois l'archéologie, mais aussi l'anthropologie raciale, l'ethnologie. Et tout ça est évidemment connecté. Une dernière remarque, après je te passe la parole, Bensoa, mais c'est sur la question, tu as bien montré aussi que la monstration aussi des dominés était aussi une condition aussi de la matérialisation de la domination. Évidemment, moi qui ai beaucoup travaillé sur les exhibitions ethniques, je ne peux pas passer à côté de ça, parce que ça fait aussi partie d'une vulgarisation du savoir de l'anthropologie raciale, entre autres, il n'y a pas que ça, évidemment, mais là aussi on constate que ça concerne les mêmes pays. Ça concerne d'abord les pays d'Europe occidentale, pas que, mais d'abord l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon. Donc on retrouve les mêmes acteurs dans cet espace de temps, d'ailleurs, qui est exactement le même, les années 1880 jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres. Bensoa, je te passe maintenant la parole. Donc tu termines une thèse, enfin, elle est terminée puisque tu dois la rendre mardi, on peut dire que la question est réglée. Hein. Merci. Voilà. Et peut-être, moi, j'aimerais peut-être que tu nous parles justement de ton travail sur le cas spécifique de la Suisse, avec cette question donc, du matrimoine, et aussi peut-être revenir, parce qu'on l'a un petit peu évoqué, mais sur ce contexte colonial, d'État faible ou de territoire faible, qui est le contexte géopolitique aussi, qui se prête évidemment à ce qu'on vient de décrire. Tout à fait, donc merci beaucoup.
Et donc, je fais ma thèse sous la codirection et de Bénédicte Savoie et de Jean-François Stazac, qui est à l'Université de Genève. Et en fait, il est professeur de géographie culturelle. Et ces deux dimensions-là, elles sont fondamentales pour cette période, justement, du milieu du 19e siècle, où il y a ce que Jean-François Stazac appelle un nouveau régime de géographicité, c'est-à-dire une nouvelle manière de concevoir, de percevoir le monde dans sa globalité. Et c'est justement, il a pas mal travaillé sur les tours du monde, justement. Les touristes qui sont dans ces tours du monde viennent du Japon, des États-Unis et de l'Europe, comme vous en parliez. Donc ça, c'est une dimension très intéressante par rapport à comment l'Europe, à ce moment-là, conçoit en fait la géographie, les ailleurs. Et en fait, dans ces tours du monde-là, c'est plutôt la bourgeoisie qui a accès en fait à ces ailleurs et à aller autour du monde. Et ce qui est assez fascinant, ce qui se passe au tournant du XXe siècle, c'est que cette manière en fait de pouvoir saisir le monde dans sa globalité, elle se répercute notamment au niveau des musées et au niveau de l'espace public avec ces exhibitions de personnes, en fait. Et il y a toute une figure des stéréotypes de personnes altérisées qui sont construits à l'intérieur et à l'extérieur du musée, justement à ce tournant du XXe siècle-là. Et puis, mais ce n'est pas que l'histoire du passé, c'est des imaginaires qui sont construits et qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui et conditionnent en fait les rapports entre les gens jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est assez particulier par rapport à la Suisse aujourd'hui, pourquoi ma recherche, je peux la faire aujourd'hui, c'est parce qu'au début des années 2000, il y a eu, en même temps que ce passage au niveau des musées sur des demandes de restitution maori, il y a eu deux choses. D'abord, la place de la Suisse dans l'impérialisme européen. C'est-à-dire qu'il y a les nouvelles recherches, il y a un chantier en histoire économique qui a été débroussaillé, notamment à l'UNIL, il me semble, sur le fait qu'il y avait, par exemple, des bateaux négriers à la fin du XVIIIe siècle, c'était Ville de Lausanne, Pays de Vaud, Helvétie, donc des Suisses qui partaient pour être intégrés à cela. Et puis, dans un deuxième... et j'arrive au bout. Et d'autre part, il y a eu les recherches en fait sur le poids des collections ethnographiques. Donc vraiment une réflexion, notamment de Neuchâtel, sur se dire mais qu'est-ce qu'on fait de cette accumulation justement. Et puis tout ça s'intersecte aujourd'hui où on peut penser la Suisse sous le prisme colonial, parce qu'il y a eu tous ces travaux sur l'histoire économique, mais aussi sur l'histoire culturelle de la colonialité suisse, et qui font qu'aujourd'hui, on se pose ces questions-là. Et par le prisme du matrimoine, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit en fait que c'est une invisibilisation historiquement construite des femmes, et que en fait, elles font partie intégrante de part et d'autre des translocations de tous les écosystèmes de la fabrique patrimoniale partout, en fait. Mais on ne les voit pas forcément au premier abord. Merci beaucoup. Alors, on va passer un peu sur des questions qui sont un petit peu plus impersonnelles, si je puis dire, où vous pouvez réagir sur ces questions. Moi, j'ai une question, parce que la question est très complexe, on l'a vu, il y a plusieurs circuits, en fait, de pillage. Il y a les pillages qu'on peut appeler, disons, entre guillemets, scientifiques, les missions ethnographiques, les missions anthropologiques. Il y a je dirais aussi le pillage entre guillemets national, c'est-à-dire à partir du moment où on s'est emparé d'un territoire, il devient beaucoup plus facile de s'approprier un certain nombre d'objets.
et de les transférer vers le pays colonisateur. Et puis on a aussi un autre circuit qui est un peu plus complexe, je pense, à défricher, mais là peut-être tu pourras nous en dire plus, c'est le circuit commercial. Ce circuit commercial, alors moi je suis un peu le naïf de service. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il y a dans ce circuit commercial des actions de pillage, puisqu'on est dans une relation qui est fondamentalement inégalitaire, qui est de longue date. On peut avoir aussi des objets qui ont été achetés au XIXe siècle, par exemple, je ne sais pas, enfin, je le sais en fait. Et donc dans une situation qui est voilà, extrêmement défavorable pour le vendeur, est-ce que là, juridiquement, on a des moyens de revenir sur cette relation asymétrique, ou est-ce qu'on en reste à un droit, je dirais, positif classique? Non, alors on peut revenir. Il y a un exemple qui me vient en tête. C'est un cas d'une petite statuette Ekeko qui se trouvait au musée de Berne, encore lui, pendant très longtemps, mais qui avait été acquise dans ce qui est aujourd'hui la Bolivie, qui avait été acquise par un certain Tchoudi, non très suisse, qui était à l'époque un peu un aventurier qui a bénéficié du contexte colonial, même si lui-même n'était pas partie prenante colonisateur, mais enfin il bénéficiait de ce régime. Et il a acheté cette statuette très très importante pour les populations locales en échange, alors on ne sait pas exactement les circonstances, mais en échange d'une bouteille de cognac. Alors on ne sait pas s'il a fait boire le cognac d'abord et puis pour avoir la pièce, ou s'il l'a donné après, mais en tous les cas, il raconte dans son journal qu'on a pu retrouver qu'il part avec et qu'il entend les gens qui lui ont remis cette pièce pleurer, se plaindre de qu'est-ce qu'on a fait. Mais bon, alors on est là dans une transaction, certes, on peut dire, il y a eu ce qu'on appelle en droit un quid pro quo, il a donné quelque chose, certes, une bouteille de cognac peut-être, mais il a échangé, et donc on pourrait penser que c'est une opération licite, du moins à l'époque. Alors évidemment, ça c'est ce qui est aussi compliqué. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit évolue. Alors, il y a des cas où c'était clairement abusif. Peut-être ce cas-là l'était justement, parce que abuser avec une bouteille de... Mais il y a des cas où c'est beaucoup plus difficile, où on a des opérations commerciales qui ont l'air d'être tout à fait légitimes. Évidemment, je fais un saut, la période nazie en est remplie de ces cas, où vous avez des transactions documentées, etc., mais qui étaient des transactions d'objets pillés. Et donc, c'est pour le juriste très difficile de savoir est-ce qu'on est devant une fausse opération qui a l'air légitime, ou est-ce qu'elle était vraiment? Et ça, c'est un des grands problèmes auquel tu t'es aussi heurté lorsque tu as écrit le rapport avec Felwine Sarr, c'est qu'on ne sait pas toujours. Et on ne peut pas vraiment, c'est difficile de généraliser. Karine, tu voulais... Oui, je voulais rebondir dessus parce que du coup, ça me permet de parler d'un cas spécifique. Je vous parlais de la restitution de 2023 auprès de la Confédération Haudenosaunee. Dans les discussions qui ont lieu à Genève depuis fort longtemps. Ça a commencé dans les années 1920 et ça s'est surtout renforcé dans les années 70 quand différents peuples autochtones se sont réunis à Genève pour défendre leurs droits et écrire ce qu'on appelle une déclaration des droits des peuples autochtones. Cette déclaration a été votée en 2007. Et dans cette déclaration, il y a un principe qui est très fort qu'ils appellent le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Et dans ce principe, c'est important parce qu'il touche directement au musée, à la manière dont pendant longtemps les musées ont géré la question de demande de retour ou de restitution. Souvent, ce que les peuples autochtones disent, c'est que ce qu'on appelle la charge de la preuve
leur était posée sur leurs propres épaules. C'est-à-dire, quand ils recherchaient, parce qu'ils recherchent depuis des décennies activement certains objets, ancêtres, on peut les appeler comme on le souhaite, et quand ils identifient où est cet objet ou cet ancêtre, et qu'ils contactent les musées pour leur dire « nous souhaitons avoir le retour », c'est vrai que la plupart du temps, la question qui leur est posée est est-ce que vous avez la preuve que cet objet a été pris de manière illégale, sans votre consentement. Et ce sont les populations qui doivent faire des recherches de provenance à leurs frais pour trouver la preuve. Ce que les peuples autochtones demandent depuis plus de 40 ans maintenant, c'est que cette charge de la preuve soit inversée. Que ce soit les musées qui démontrent qu'ils ont acquis de manière tout à fait consentie. Et c'est important, cette notion de libre, préalable et sans contrainte, en fait, et éclairé. C'est-à-dire, ils ont donné leur accord sans être forcés de le faire, soit parce qu'on avait justement un rapport de pouvoir, c'est le gouverneur de la région qui dit « il faut que tu donnes, donc oui, je vais donner ». Donc si c'est pas libre, déjà du coup, c'est pas vraiment un consentement libre. Préalable, est-ce que la personne a bien été informée suffisamment à l'avance de ce qui allait se passer si la personne dit « ok, je te donne mon objet ». Éclairé, j'ai toutes les informations et je sais ce qui va se passer par la suite. Cet objet, il va partir en Europe et tu ne le reverras jamais. Ça, c'est... Et si les musées ne sont pas en mesure de démontrer, alors c'est ce que demandent les peuples autochtones et c'est ce que dit cet article dans la Déclaration des droits des peuples autochtones. Si les musées ne sont pas en mesure de le démontrer, de le prouver, alors on est à l'inverse. Et c'est donc le musée qui se retrouve à se dire je n'ai pas la preuve de tout ça. Et je vous explique tout ça parce que c'est exactement la recommandation que le MEG, donc par mon intermédiaire, a transmis pour répondre favorablement à une demande de retour d'un masque sacré pour les Haudenosaunee, donc un masque qui est un masque de médecine, donc en fait c'est un esprit qui soigne les populations. Ce masque est arrivé à Genève en 1825. Et nous ne savons toujours pas les conditions en fait, d'acquisition de ce masque. Ce que l'on sait par contre aujourd'hui, c'est que les Haudenosaunee, depuis des décennies, disent que ces masques ne peuvent en aucun cas ni être présentés, exposés dans des institutions, ni même que son image soit montrée. Et ce que nous avons découvert au fur et à mesure de nos discussions avec la Confédération Haudenosaunee, c'est que ce masque qui est exposé quand même depuis de très nombreuses années à Genève et qui a été réexposé à l'ouverture du MEG en 2014, ce masque n'aurait jamais dû, selon les Haudenosaunee, être présenté. Et ce que, au niveau de la recherche que les institutions doivent faire, donc notre responsabilité en tant que musée, ce que nous aurions dû faire nous-mêmes quand on a réouvert ce musée en 2014, c'était de voir qu'est-ce que les Haudenosaunee disent de ce masque sacré. Et si on avait fait le travail correctement, je dirais, je suis un peu dure avec nous-mêmes, on aurait découvert qu'en 1995, les Haudenosaunee avaient un document formel, donc une convention formelle, donc signée par alors c'est très particulier, les Haudenosaunee sont vraiment considérés comme plusieurs nations, donc une confédération. Donc le département des relations extérieures Haudenosaunee édite un document totalement accessible en ligne, vous pouvez le googler maintenant, vous allez le trouver. 1995, les masques sacrés, Radoui, ne peuvent en aucun cas ni être exposés, ni quoi que ce soit. Donc, les musées, en termes de charge de preuve, non seulement ne sont pas en mesure, dans ce cas de contexte très spécifique, de prouver qu'ils avaient un consentement libre, préalable et éclairé, et les musées n'ont pas à ce moment-là assumé leur responsabilité de ne pas présenter cet objet, qui n'est pas un objet, qui est un ancêtre, un esprit. Oui, alors ça c'est un exemple extrêmement intéressant, et c'est vrai que on aurait tendance d'un seul mouvement d'aller approuver cette proposition de la Convention des peuples autochtones qui semble en fait relativement logique, puisque effectivement c'est quand même à nous de démontrer, enfin au musée de démontrer la légalité de la provenance des pièces, parce qu'il y a quelque chose qui me marque quand même. Le juriste s'agite. Je te donne tout de suite la parole, mais ce qui me marque, c'est il y a toute une école ethnographique, ethnologique qui a beaucoup travaillé évidemment sur les peuples de l'ailleurs, hein, puisque c'était leur spécialité, l'anthropologie aussi, mais on s'est peu interrogé sur les conséquences de la perte de ces objets.
Et ça, j'aimerais vous poser aussi la question, peut-être avant que tu interviennes sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des travaux, Bensoa, tu pourras peut-être répondre à ça, justement, qui essayent d'objectiver cette perte à partir d'une enquête chez les principaux concernés, quoi. La perte est énorme. La perte en fait, c'est déjà depuis des années, on va dire juste après les indépendances. Je vais parler strictement du contexte africain que je connais mieux. Il y a eu la charte culturelle africaine qui a été édictée en 1976. Et puis, un des points majeurs, c'est que la restitution est cruciale, fondamentale, pas seulement dans l'aspect patrimonial et de justice patrimoniale, mais aussi dans l'aspect communautaire, identitaire et de reconstruction. Donc, la perte, moi j'ai pu, dans le cadre de ma recherche, assister à une cérémonie de retour qui a eu lieu au Cameroun. Donc, certaines pièces qui venaient du trésor d'une chefferie royale, en fait, qui étaient sur la circulation, sur le marché de l'art et qui ont été retrouvées, et puis les hauts dignitaires de cette localité, donc ça veut dire les notables, le roi, la reine, les différentes personnes de cette nobilité-là, qui sont en fait les garants dans ce contexte-là des trésors royaux de la chefferie, ont identifié 8 statues comme faisant partie en fait de leur patrimoine. Et lors d'une cérémonie dans la capitale, ils l'ont reçu, et c'était un retour d'une forme de personnes, des résistants en quelque sorte, qui avaient été libérés suite à ces spoliations. Donc il y a une importance majeure pour les populations, en tout cas ce cas précis-là dont j'ai pu être témoin. Oui, ça fait quand même partie aussi d'un ensemble de spoliations culturelles et de destruction aussi de culture qu'a créé la colonisation. Je travaillais un peu par hasard sur Tahiti avec un groupe de recherche il y a quelques années. Et c'est tout à fait frappant de voir aussi comment l'influence culturelle occidentale a vraiment démonté des sociétés qui en plus ont été largement pillées de leurs œuvres. Donc ça crée quand même des situations de déstructuration, et je pense que ça peut aussi casser la confiance qu'on peut avoir en sa propre société. C'est peut-être ça le plus terrible. J'aimerais bien rebondir là-dessus, parce que parfois on a une espèce de vue désincarnée oui, ça crée des absences, oui, il y a de l'argent, il y a un peu d'argent, mais en fait, quand on travaille au plus près des sources, on s'aperçoit qu'il y a un système et une volonté justement de déstabilisation. Prendre à l'autre, au vaincu, à celui qu'on cherche à conquérir ou à occuper, lui prendre son patrimoine, c'est une arme de guerre. C'est comme le viol collectif. C'est pas simplement enrichir ses musées et puis après il reste un vide et 100 ans plus tard des chercheurs vont aller travailler sur ce vide. C'est un concept. C'est un concept, et ça explique pourquoi dans certaines régions du monde il n'y a presque plus rien des patrimoines locaux, d'une part, et qu'ensuite on vient leur raconter qu'ils n'ont pas d'histoire. Alors comme vous n'avez pas d'histoire, c'est vraiment bien de venir avec nos possibilités, et on va vous aider à vous développer, etc. Donc l'appropriation ou le fait de faire disparaître des objets, en plus c'est pas n'importe quel objet. Si on regarde l'histoire de l'appropriation par l'Allemagne, les différents musées allemands du patrimoine camerounais, ce sont des objets de pouvoir, beaucoup. Notre collègue Michaela Silkinga de l'université de Chang, qui a travaillé sur ces questions à Berlin, l'a bien démontré. Il explique, et c'est fascinant, que les militaires allemands prennent des sceptres, des trônes,
des couronnes ou leurs équivalents, qui sont des objets entre guillemets, mais qui sont aussi des personnes qui portent des noms et des choses comme ça. Ils leur prennent, pas seulement parce que c'est joli et que c'est fait en perles et que ça fera bien au musée de Berlin, non. Ils le prennent parce que, en prenant les objets de pouvoir, dans une espèce de magie militaire, ils pensent prendre le pouvoir et se l'approprier. Et ils le font d'une certaine manière, parce que ces objets de pouvoir, arrivant chez nous, entrent dans des musées qui sont des lieux de pouvoir symboliques. Et ce capital de pouvoir est transformé en pouvoir culturel, pouvoir de domination culturelle. Et comme le montre Michaela Silkinga, qui travaille maintenant au musée, dans l'un des musées les plus... qui a le plus de sang collé à ses objets, si on veut, le musée Linden à Stuttgart, en tout cas pour ce qui concerne les objets du Cameroun. Comme l'explique Michael Silkinga dans sa thèse, finalement, ces objets, aujourd'hui, quand on parle de restitution, on retrouve du pouvoir, parce que c'est en parlant d'eux qu'on réussit à reparler de la période coloniale, etc. Donc il y a une sorte de cycle, de passage de différents types de pouvoirs réels, symboliques, incarnés, à une chose de plus en plus abstraite, le musée. Et pour revenir à la question économique, c'est très naïf, et heureusement en Suisse c'est un peu plus transparent, mais c'est très très naïf de croire que les musées sont déconnectés de questions économiques. En fait, c'est des temples de la transformation du symbolique en capital. Et là, vraiment, on est en plein là-dedans. Et quand on parle, pardon, je voudrais juste dire ça, parce que c'est vraiment un vocabulaire dont il faut qu'on se méfie, mais les aventuriers, les explorateurs, ils sont pas arrivés avec rien dans les poches, en réalité. Ils sont armés, ils sont accompagnés, ils profitent des structures. Souvent, ils sont eux-mêmes dans des prospections minières, ils cherchent de l'or, ils cherchent des choses. Et après, ils vont prendre la statuette, l'échanger contre du cognac et raconter dans leur chose que c'était une belle aventure et que les gars ont pleuré derrière. Mais il faut être vraiment... Il nous faut arrêter d'être naïfs sur ces questions-là. Tout est capital. Alors, une chose, pardon. Oui, je t'en prie, vas-y. Juste une chose, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai souvent entendu et que je trouve important. C'est vrai qu'on a tendance, en travaillant en contact avec des objets tout le temps, tous les jours, de considérer que ce sont comme je dis toujours, des objets, mais détachés. Puis quand j'ai commencé à parler tout à l'heure, je vous ai parlé de relations et de liens. Et plusieurs fois, j'ai entendu dire, et les personnes m'ont dit, ces objets, en fait, on est toujours attaché à ces objets-là. Et quand ces objets sont partis, notre lien les uns avec les autres, nous, dans notre communauté, s'est effondré avec ces objets-là. Donc en fait, les objets nous tiennent dans notre quotidien. On ne se rend même pas compte nous-mêmes, mais les objets de notre propre quotidien nous tiennent en fait ensemble les uns les autres. Et quand on enlève tous ces objets, c'est comme si on n'avait plus de force dans notre propre corps, en fait. Et c'est un peu ce qui se passe dans ces cultures, enfin dans toutes ces cultures, ce qui s'est passé, c'est ça. En enlevant l'objet, on enlève tout le poids de la relation entre les personnes. Je pense que dans le contexte colonial, ça peut aussi s'expliquer parce que l'idée générale était quand même que ces civilisations allaient disparaître. C'est-à-dire, c'est une observation de conservation patrimoniale, parce qu'on a le sentiment que grâce à la colonisation, finalement, on va éradiquer ces civilisations qui étaient considérées comme inférieures, et qu'on allait, par la force de la colonisation, les transformer. C'est le discours de la mission civilisatrice. La plupart des administrateurs coloniaux de l'époque, on a des documents très parlants là-dessus, ils croient dur comme fer. C'est-à-dire il faut transformer ces sociétés, il faut les sortir d'une arriération, d'une nuit, d'une infériorité qui va peut-être les amener à un temps indéfini, quelques siècles peut-être, mais à un niveau qui sera acceptable, sinon équivalent au nôtre. Donc le pillage, d'une certaine manière, dans cette perspective-là, il a une fonction de préservation, parce qu'on est convaincu, alors c'est pas mon propos, mais dans le contexte de l'idéologie coloniale de l'époque, ça fait sens, en quelque sorte. Alors, tu voulais parler, excuse-moi, on t'a beaucoup... Oh là là. Oui, alors on va peut-être revenir en arrière, mais non... Ce que je voulais surtout dire, c'est que cette fameuse déclaration des peuples autochtones, en réalité,
elle est fondamentale. Et il ne faut pas oublier, c'est quand même une résolution des Nations Unies. Hein. C'est comme tu as dit, c'est les peuples se sont mis d'accord, puis ils ont fait... Non, c'est adopté aux Nations Unies. Hein. Devant des États, avec des États qui acceptent. Avec les États. Hein. Oui, Donc c'est quand même... Alors c'est pas une convention internationale, ça aurait été l'idéal. Bon, on est un cran en dessous, c'est une résolution des Nations Unies. C'est une déclaration. Donc c'est encore moins. Ouais, mais prise sous forme de résolution. Oui. Ouais. Mais donc c'est quand même un texte important. Hein, il faut pas l'oublier. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que oui, alors la charge de la preuve, c'est malheureusement central. Et dans les procès, c'est toujours tout tourne autour des témoignages, des preuves, etc. Et nos systèmes se sont construits là autour. Hein, donc c'est pour ça que c'est très difficile. Certes, c'est absolument, effectivement, terrible de dire au peuple autochtone, mais prouvez-le qu'ils sont partis, etc. Et on vous les rendra. C'est d'une mauvaise foi crasse. D'un autre côté, notre système est fondé sur cette présomption de la bonne foi, comme je le disais tout à l'heure, et donc ça n'affecte pas que les revendications des peuples autochtones ou autres. C'est dans tout litige en Suisse. Si on vous a volé un objet et que vous voulez le récupérer, vous en êtes le propriétaire. Hein. Si vous voulez le récupérer auprès de quelqu'un qui serait de bonne foi, c'est à vous de prouver qu'il est de mauvaise foi. Et je peux vous dire, moi j'ai dû mener des procès où j'ai dû prouver que le possesseur actuel, un grand collectionneur qui a pignon sur rue, etc., est de mauvaise foi, mais c'est pas facile. Très difficile, mais parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les circonstances. Donc ça, c'est des questions très pratiques, ça. Hein. Mais malgré tout, de demander au musée de faire la preuve qu'il est en réalité de participer à ce travail, c'est un grand changement hein, dans toute la mentalité dans laquelle on est tous nés et on a été éduqués. C'est pour ça que ça a pris du temps, mais c'est très bien. Maintenant, c'est tout à fait normal que le musée doive l'établir. Et on veut surtout, je trouverais, aujourd'hui, c'est inacceptable que les musées, et certains le font encore, exigent des demandeurs qu'ils établissent la provenance exacte. Arbenza, tu voulais intervenir? Oui, je voulais revenir sur le point de l'objet en tant que liant, qui est en fait aussi fondamental dans ce qui, par rapport à l'histoire coloniale et par rapport à cette perte. Parce que au niveau juridique, l'histoire coloniale, ça implique en fait des interdictions, ça implique un cadre légal dans lequel il y a certaines interdictions, par exemple de pratiques ou bien de circulation le soir, et toutes ces différentes pratiques étaient liées avec des biens culturels. Des sacramentaux, ça c'est un terme que François Bingono utilise pour parler en fait de ces biens qui sont à la fois objets, à la fois sujets, mais surtout qui ont une dimension sacrée. Et en fait, je pense juste à un exemple d'un rituel qui a été interdit par l'administration coloniale en 1924 au Cameroun, rituel du Ngwon. Et pendant le Ngwon, c'est un moment de jugement du roi, de la notabilité. C'est un moment, en fait, où il y a plusieurs sociétés secrètes qui sortent avec des masques. Et l'interdiction de ce rituel implique, en fait, par après aussi l'enlèvement de l'ensemble des biens, des masques qui constituent tout cet écosystème, en fait. Et ensuite, il y a la chaîne patrimoniale de patrimonialisation qui suit par le départ en Europe, la muséalisation, etc. Alors Bénédicte, si tu veux être relativement courte parce qu'on va donner la parole au public. Non, c'est bon. Ok, alors voilà, il y a des questions dans la salle, monsieur. Et là, vous répondez comme vous voulez.
Merci de m'accorder la parole. Je vous remercie d'abord pour les recherches que vous avez faites sur ce sujet. C'est très intéressant. Je vais parler en tant qu'Africain, Africain de la région des Grands Lacs, parce que l'Afrique, c'est vaste. D'après ce que j'ai entendu, Madame Savoie, j'ai écouté la radio suisse romande ce matin, vous avez passé à la matinale. J'ai entendu que la responsabilité sur ces objets d'art cachés dans les musées occidentaux relève d'une erreur de ces occidentaux. J'ai un avis un petit peu contraire, parce que si ces objets ont été volés principalement au siècle passé, 17e, 18e, 19e siècle, aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres objets qui partent, non pas à cause de la faute des Occidentaux, bien sûr, ils sont partie prenante, mais il me semble que si on fait une analyse à froid, on y est aussi. En tout cas, nous les Africains, on y est pour quelque chose. Madame Bansoa Sigam nous a parlé des objets volés dans une des tribus camerounaises. Aujourd'hui, on peut trouver des biens immobiliers de Paul Biya, président camerounais. On peut trouver des objets immobiliers d'Alassane Ouattara, Ben Ali. La liste est un petit peu très longue. Ces objets-là, ces biens immobiliers, ce ne sont pas les Européens, les Occidentaux qui sont allés les chercher. C'est nous qui les amenons, qui continuons à les amener. Qu'est-ce que vous dites de la responsabilité de nos ancêtres, de nos leaders actuels dans la fuite de ces objets? Ça, c'est une première question. Deuxième question, je vais être un peu trop long, je m'excuse, parce que vous touchez à une de mes cordes sensibles. Il y a des objets qui ont été volés, il y a aussi des fuites de cerveau aujourd'hui. Des fuites de cerveau. Madame Bénédicte Savoie, vous êtes française, moi je suis burundais. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la France, elle abrite de nombreux médecins, de façon qu'au Burundi, vous avez moins de médecins sur 500 000 habitants. Où serait l'urgence de parler des objets volés, des œuvres d'art volées, entre ces fuites de cerveau? Bien sûr, chacun a sa spécialité, mais je suis en train de vous expliquer que ce mouvement continue, il ne touche plus aux objets, il touche davantage, plus que par le passé, des humains. La Méditerranée, l'Atlantique, c'est devenu des monstres qui nous volent les filles et les filles africaines. Il y a des urgences, C'est bien de parler. Bien sûr, je ne vous jette pas la pierre. Moi, je comprends c'est important de le signaler, mais il me semble qu'il y a aussi d'autres urgences actuellement. Je vous remercie. Oui. Alors, Bénédicte, tu veux répondre et ensuite Bensoa ? Je donnerai tout de suite la parole à Bensoa. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et c'est vrai que j'aurais dû le dire comme je l'ai dit hier aussi. Pour moi aussi, dans l'état du monde dans lequel on est, parler de musée, parler de beauté, parler du 19e siècle, c'est pas le moment. Et moi aussi, je suis un peu mal à l'aise de le faire, même si tout est connecté, comme on l'a dit. Et je me souviens de cette phrase importante de Felwine Sarr, mon collègue et ami avec lequel nous avons travaillé sur ces questions pendant qu'il était encore professeur au Sénégal et maintenant il est à Duke aux États-Unis, pour de bonnes raisons. Felwine il est fils de militaire et il a toujours dit
que la question des restitutions d'œuvres d'art et toutes ces questions de patrimoine, c'est vrai que c'est un tout petit sujet dans un océan de sujets bien plus graves, mais que quand on est militaire, on gagne une bataille rue après rue. Et que ça, c'était une bataille. Et j'ai bien aimé... alors, c'est pas le vocabulaire que j'utiliserais moi, un vocabulaire aussi militaire, mais ça fait sens dans sa propre biographie. Et j'y pense vraiment souvent à cette phrase-là, quand on voit ce qui se passe à, par exemple, Gaza ou en Ukraine, où des patrimoines sont déplacés aussi, où on fait croire aux gens qu'ils n'ont pas d'histoire, à bon escient. Quand on est là-dedans, on n'a pas, en effet, pas envie de parler de preußischer Kulturbesitz. Donc il y a des moments pour parler de certaines choses, mais donc pour me consoler moi-même ou me redonner du courage à certains moments, je me dis, ben voilà, Felwine avait raison, c'est une petite rue à gagner dans un combat bien plus vaste et qui nous dépasse complètement. Et si j'ai un plaidoyer à faire, c'est séparons vraiment les peuples de leurs dirigeants. Enfin, c'est banal, c'est très banal, mais... Et merci beaucoup pour votre intervention, pardon. Alors, comme je travaille dans une perspective d'histoire culturelle, les temporalités, elles sont cruciales. Et je pense un des travaux qui était fondamental que Bénédicte Savoy et Felwine Sarr ont fait, c'était de montrer que cette temporalité entre voilà, la conférence de Berlin, plus ou moins 1884-85, jusqu'à 1960, c'est là où il y a la majeure partie de l'accumulation muséale. Ce n'est pas quelque chose qui se... à partir des années... en tout cas, dans le cas que moi j'ai étudié, à partir des années 50, il y a aussi un changement de rhétorique sur les relations Europe-Afrique, sur la manière de considérer l'altérité africaine, etc. Des transformations du moins discursives. Mais donc ça amène à aussi d'autres sphères d'échange, donc d'autres circulations, d'autres types de circulations qui sont principalement liées au marché, comme on a dit. Et c'est en fait, au final, totalement lié, parce que les asymétries qu'on voit au niveau de cette distribution patrimoniale, elles sont le reflet d'asymétries aussi économiques dans les pays qui amènent à ces brain drain et ces circulation de personnes et ces fuites des cerveaux. Donc, je pense que c'est lié, mais que le travail qui est fait au niveau de l'histoire coloniale, il est primordial parce que c'est un travail, en fait, qui parle du système d'accumulation coloniale qui est, en fait, à la base du résultat des asymétries d'aujourd'hui. Donc, c'est lié. Alors, peut-être d'autres questions, monsieur là-bas. Merci beaucoup pour cette table ronde très enrichissante. J'ai une question, je pense qu'elle s'adresse à l'ensemble du panel, mais dès le moment qu'il y a des demandes de changement de nomenclature, notamment de dire en fait, ce que les musées appellent objets, en fait, les populations dont ces objets ont été pris les appellent des ancêtres, etc. Je pense que ce qui peut être intéressant pour nous dans le public qui ne sommes peut-être pas nécessairement au fait de la distinction juridique et nomenclaturale, on entend à la fois des restitutions d'objets au sens, la conception qu'on pourrait avoir d'objets, notamment d'art, mais on entend aussi la question des restitutions de restes humains. L'actualité en parle. Donc, est-ce que déjà on est dans les mêmes cadres juridiques, étant donné que pour les personnes concernées, ces cadres-là s'imbriquent les uns aux autres. Donc voilà, comment est-ce que vous analysez, est-ce que des différences sont faites, est-ce qu'on est dans les mêmes types de régimes, ou alors quelle serait la principale différence? Alors, je vous vois en effet d'un point de vue cadre légal, mais aussi vu que les musées alors, je ne veux pas pointer du doigt quoi que ce soit, mais on a parlé de restes humains dans les hôpitaux. Il y en a aussi dans les musées. Donc, voilà. Enfin, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est le même cadre qui s'applique? Merci. Oui, alors, vous abordez la question des restes humains. Effectivement, un sujet
en soi, hein, on pourrait faire plusieurs tables rondes juste sur les restes humains et leur restitution, qui concernent certes les musées, mais qui concernent aussi les collections universitaires, hôpitaux, etc. Et alors, la problématique, elle est à la fois liée et différente. Elle est liée parce qu'il s'agit là aussi de demandes de restitution, différente parce que on parle d'êtres humains, de corps, et donc il y a quand même un aspect aussi très différent. Mais aujourd'hui, les institutions se posent beaucoup la question de que faire de cela. Et je vais peut-être vous donner un exemple qui concerne l'Université de Genève, parce que je le connais bien. Ce sont des squelettes boutiques qui se trouvent depuis 1956 dans notre collection anthropologique et qui ont été prises à une époque encore coloniale, à la fin du Congo belge, hein, c'était encore avant l'indépendance, par un médecin suisse qui travaillait pour l'administration congolaise et qui les rapatrie, les prend et les sort du sol, hein, donc après leur ensevelissement, et les amène ici ils amènent à Genève, où on les trouve extrêmement intéressants parce que les Mbouti, donc ce sont ce qu'on appelait autrefois les pygmées, et donc il y avait toutes des recherches autour de cela, et on a fait beaucoup de recherches sur ces restes. Alors aujourd'hui, l'université a pris les devants et s'est intéressée à vouloir restituer. On en parlait tout à l'heure de ce cas, et c'est un cas extrêmement intéressant, qui a d'ailleurs aussi été repris par des artistes congolais, allemands, suisses, qui en ont fait une pièce de théâtre, hein, le retour des fantômes, qui a été jouée ici, non, sauf erreur, en tout cas elle a été jouée en Suisse aussi, et tout ça pour vous dire que c'est un immense problème, et en plus, cerise sur le gâteau, ce sont des processus qui prennent du temps. Et lorsque finalement nous on s'est décidé, puis qu'on a travaillé avec des collègues de l'université de Lubumbashi et qu'on avait mis en place toute une structure pour les restituer, et bien on apprend que la population Mbouti d'aujourd'hui ne les veut pas. Hein, nous on s'est figuré dans notre idée de ce qu'on nous pensions être le bien, dans une pensée néocolonialiste, en fait, sans nous en rendre compte. On était en train de penser ce qui est le bien pour ces gens, alors qu'en fait, eux, nous ont dit non, c'est une mauvaise idée, parce que ça heurte nos conceptions religieuses. Ils ont été ensevelis une fois, on ne veut pas les réensevelir, il faut tenir compte de nos désirs. Donc, des cas très compliqués, qui soulèvent Alors, il y a une certaine analogie, mais en fait, il faut aussi les traiter à part et surtout les traiter sur le long terme. Juste par rapport à notre pratique, je dis juste un exemple très pratique. Par rapport à notre pratique au niveau du musée, on ne fait pas de distinction entre des objets dits ancêtres ou restes humains. On a vraiment cette notion d'intégrité pour tous et toutes, tous les objets. Donc on ne va pas avoir de distinction en fait dans la manière de les étudier, dans la manière de les présenter. Par contre, ce qui est en train de se développer, et ça se fait déjà depuis plusieurs décennies en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis notamment, on est en train de se poser la question au sein du MEG, hein, mais d'autres musées le font aussi, de mieux comprendre en fait cette distinction. Et là, on le fait avec des partenaires, donc avec des personnes qu'on appelle dans notre jargon communauté source, donc des descendants. Et on essaie de travailler avec ces personnes-là pour avoir leur point de vue, leur dire selon vous, est-ce que cet objet est autre chose qu'un objet? Est-ce que vous lui attribuez des éléments de vivant, d'un être vivant? Et qu'est-ce que vous souhaitez que l'on fasse, nous, avec? Et comment on doit être en communication avec? Ou est-ce qu'on doit faire quelque chose de particulier pour le bien et le soin de ces objets-là? Donc ça, c'est en train de se développer chez nous. Ça fait déjà, comme je vous dis, vraiment plusieurs décennies que ça se passe en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que ça ouvre tout un nouveau champ aussi de pratiques professionnelles, en fait. Mais sans avoir un lien avec la loi, avec le juridique. Ils ont tous le même statut. C'est patrimoine de la ville de Genève.
bizarrement, mais c'est ça. Alors, il y a encore deux... Je voulais juste rebondir très vite. Et ça, c'est, pardon, la question et ce dialogue sur la question de ce qu'on appelle les objets. Nous, on a cherché pendant pratiquement 5 ans un vocabulaire pour dire mieux. On est arrivé sur entité, et puis entité, finalement, ça marche pas non plus, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une question tout à fait cruciale de la discussion aujourd'hui. Mais je voulais juste, pour être tout à fait honnête, rebondir sur l'histoire d'Embouti, parce qu'ils n'ont pas seulement dit on veut pas les récupérer parce qu'ils ont déjà été ensevelis, etc. C'est qu'ils ont dit dès le début, nous, ces squelettes, on les a plus... Ils ont été désacralisés. Bon, voilà. Ce qu'on veut, c'est de l'argent pour construire un hôpital. Ah oui, c'est ça. Ou avoir des véhicules. C'est des peuples, c'est un groupe, une communauté très démunie. Et en plus, ce qu'on appelait autrefois les pygmées, ils sont une minorité qui est maltraitée, en fait, symboliquement et aujourd'hui. Et ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et c'est, à mon sens, très légitime. Et avec nos bonnes idées, on va leur rendre leur squelette, mais surtout, on ne va pas leur donner 1 centime, les gars. Parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient en faire je ne sais quoi, ou je ne sais pas pourquoi, ou parce que l'université n'a pas les statuts pour faire un virement, etc. Voilà, c'est complexe, mais aussi, on n'a pas répondu à leurs désirs. Donc, eux, d'une certaine manière, ont dit, bah non, ok, vous êtes venus à Lubumbashi, vous allez être sur le point de signer votre truc, et nous, on dit non. Alors, c'est une manière de reprendre sa agency. Tu voulais intervenir? Oui, c'était aussi pour compléter par rapport à cette distinction objet, sujet, agent, sacré. Et en fait, les captations patrimoniales, tout ce qui a été pris pendant la colonisation, justement, notamment la plupart des musées, des collections muséales, elles sont hyper hétéroclites. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de tout. C'est vraiment le spectre total de la vie à ce moment-là. Donc c'est une photographie matérielle de ce qui se passe à un instant. Donc pour les personnes avec qui moi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse, tout n'est pas sujet ou tout n'est pas... C'est difficile de faire cette généralisation. C'est qu'il y a parmi ces biens qui ont été pris, il y a des entités ou des pièces ou des sacramentaux matérialisés qui ont une agentivité spécifique pour une communauté, dans un contexte bien spécifique, mais ce n'est pas l'ensemble. Nous, on voit des objets comme des sujets, et puis vous voyez les objets comme des objets. Non. Merci beaucoup, Bansoa, c'est très important et merci de l'avoir dit parce qu'en effet, c'est vrai que c'est le quotidien de notre travail dans les musées et en effet, tous les objets ne sont pas considérés comme sujets et tous les objets ne sont pas demandés en restitution non plus. Voilà. Et tous les objets n'ont pas été pillés non plus. Enfin, voilà. On va peut-être prendre encore une question. Si je peux, puisque j'ai le micro. Merci beaucoup pour ces échanges. J'aurais une question à Bénédicte Savoie qui revient un peu sur la question de la beauté. Au début du XXe siècle, il y a pas mal d'artistes qui sont allés regarder ces objets, je mets bien sûr des guillemets, dans les musées, en s'ébahissant de ce qui était pour eux une nouvelle beauté ou quelque chose d'inconnu jusqu'alors. Et ils s'en sont inspirés, pour dire le moins. Alors, est-ce qu'ils ont le bénéfice du doute des bonnes âmes et des intérêts d'artistes, ou est-ce que vous les placez aussi comme des prédateurs, alors qu'ils avaient plutôt l'intention de les sortir des musées? Comment est-ce qu'on peut penser ces gestes d'artistes qui actuellement sont souvent considérés aussi comme de l'appropriation culturelle? C'est une très très vaste question, j'essaie de faire vraiment très vite. D'une part, les artistes, comme Le Corbusier par exemple, c'est un très bel exemple suisse qui s'est inspiré quand il avait 20 ans des collections du musée du Trocadéro à Paris. Ces jeunes-là savaient d'où venaient les choses, puisque c'était arrivé juste 5 minutes avant. Donc il n'y avait pas un mystère sur le passé des choses, et ça c'est important, parce que aujourd'hui, nous, on a été obligés de revenir sur ces histoires de provenance. Donc ces artistes-là savent très bien ce qu'ils font. Et le fait qu'ils se soient inspirés de ce qui arrivait, qu'ils soient à la recherche de formes nouvelles, etc., c'est le propre de l'artiste. Voilà. Donc c'est une histoire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que
oui, on le reconnaît, oui, la culture engendre la culture, les musées permettent ces fécondations réciproques, et c'est justement pour ça qu'il faut absolument qu'au XXIe siècle, on permette aux jeunes designers, aux jeunes cinéastes, aux jeunes personnes qui font de l'art textile, etc., à Dakar, Djibouti, Cotonou, etc., de pouvoir eux aussi aller faire la culture engendre la culture, etc. Nous, on en a profité pendant 100 ans. C'était super, Picasso, Le Corbusier, etc. Voilà, on a eu notre dose, c'est bien, mais justement parce qu'on est capable de penser ça, il faut qu'on soit capable de penser qu'à l'avenir, d'autres peuvent avoir envie aussi, d'autant plus que la politique des visas les empêche de venir ici et les prix des billets d'avion les accompagnent. Donc, voilà, et c'est un autre immense sujet, est-ce que le musée est le meilleur modèle pour faire ça partout dans le monde? Sûrement pas, mais en tout cas, soyons un peu quand même, ayons cette aptitude à reconnaître que ce qui nous fait du bien à nous, pourrait faire du bien à d'autres qui n'ont pas accès à tout ça. Et là, il y a une réelle injustice patrimoniale. Alors, on va prendre une dernière question, parce qu'on est déjà pas mal en retard. Merci. En fait, ma question rejoint un petit peu la sienne. J'étais fascinée par le titre de l'essai que je n'ai malheureusement pas encore lu. À qui appartient la beauté? La beauté ça renvoie à la notion d'harmonie, des formes, de ce qui est agréable à l'œil. Et j'étais intriguée de savoir comment est-ce que vous, dans l'approche que vous avez eue par rapport à cette beauté, est-ce que vous inscrivez dans le débat ancien qui était l'art pour l'art, l'art juste pour le regarder? Parce que tout ce qu'on discute aujourd'hui, ce soir, c'est vraiment toute la dimension culturelle, toute la dimension sociétale que ces œuvres apportent. Et je voulais savoir où ça s'inscrivait. Ça, c'était une question pour vous, Bénédicte Savoie. Et puis, pour Bansoie, tu as parlé tout à l'heure de la question de matrimoine. Et la beauté, c'est souvent féminin. Je ne sais pas quel est le lien avec tout ça. Si elle pouvait nous dire un peu d'où vient ce mot, matrimoine. Alors, 2 réponses assez courtes, s'il vous plaît. C'est ma maman. Elle peut être fière. Merci pour cette question. Je ne m'y attendais pas, mais pour de vrai. Je ne vais pas te demander de la poser. Alors, par rapport à matrimoine, comment ça s'intègre? Effectivement, il y a plusieurs de ces études de cas dans le livre qui sont en fait des matrimoines, des héritages féminins, ou en tout cas leur formalisation, dont la sculpture d'une reine Bangwa du Cameroun, de l'ouest du Cameroun. Et ce qui est assez intéressant par rapport à cette sculpture, c'est qu'elle est dans un musée, elle a été prise, elle a circulé à travers, dans la sphère muséale, dans un musée berlinois, mais elle aurait pu tout autant être dans un musée suisse, en fait. Et puis, à travers... Donc ça, c'est un exemple. Ça ne va pas répondre particulièrement à ta question sur le matrimoine et la beauté féminine, mais plutôt sur le lien de la Suisse, en fait, dans toute cette circulation, en fait, des biens patrimoniaux à ce moment-là. C'est parce que elle a été vendue depuis le musée ethnologique de Berlin à un marchand, Arthur Speyer, qui lui a en fait une collection au musée au Meg, notamment d'une 60aine de pièces, et lui il l'a revendue à Helena Rubinstein, qui est à New York, donc une collectionneuse très connue, mais il aurait aussi pu le revendre en fait au Meg.
Et donc, je trouve qu'à travers cet exemple-là, on voit bien comment la Suisse et l'importance de cette question-là pour la Suisse, justement, parce qu'il y a... voilà, les chiffres, justement, désolé, j'essaie de faire rapidement, mais les chiffres que Bénédicte Savoie montre dans son livre de 1500 pièces du Cameroun au British Museum, par exemple, ben, il y a 2 fois plus de pièces du Cameroun au musée des cultures de Bâle. Alors que l'Angleterre était une puissance coloniale sur le Cameroun pendant 40 ans. Donc c'est pour dire que pour la Suisse, cette question, elle est en fait fondamentale. Voilà. Alors Bénédicte, le mot de la fin, le mot de la conclusion. Je voudrais répondre à la question de la beauté. Après la réponse, évidemment. Sur cette question, vous avez donné une très belle définition que j'aurais dû noter d'ailleurs. C'est la beauté, ce qui plaît à l'œil, ce qui intrigue, etc. C'est une définition. Et moi, je me souviens d'une autre définition du même Michael Assil-Kinga que je citais tout à l'heure, qui vient de la région nord du Cameroun, à la frontière du Tchad. Quand on a parlé de ces questions-là, c'est quoi la beauté? Et lui, on a vraiment discuté. Et lui, jeune homme, venant donc plutôt de la partie du Sahel, du Cameroun, enfin du nord, il a dit la beauté, c'est ce qui est juste et ce qui est adéquat. C'est-à-dire ce qui est en soi, qui est une forme adéquate. Et enfin, vraiment, ça m'a beaucoup émue à l'époque, parce que les définitions de la beauté, finalement, elles sont peut-être pas aussi universelles qu'on le pense, et qui était la très belle que vous avez formulée, vous, qui serait la nôtre. On serait tous tout de suite à dire, oui, c'est ça, la beauté, voilà. Donc, je réponds pas exactement à votre question, mais je dis juste que même ça, en fait, on peut le penser à partir d'autres universels. Cette question de l'adéquation et de la chose qui a la forme qui lui convient, etc. Et s'approprier d'autres concepts de beauté, c'est aussi une manière de faire main basse, pour reprendre l'expression d'Estelle tout à l'heure, faire main basse sur des intellects et d'autres fantasmes aussi peut-être de beauté. Et c'est mon mot de la fin. Alors... Voilà, je voulais tous vous remercier aussi le Théâtre de Vidy, l'UNIL, la Fondation Veillon. Voilà, je crois que c'était une discussion passionnante. Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses, mais bon, c'est pas très difficile, pour moi en tout cas. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé aussi, et on vous souhaite une très bonne soirée.